Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous des infos sur UDN Télévision. À la une de l'actualité, les déclarations se suivent suite au maintien en garde à vue de Sébastien Germain Adiavon, le président du patronat béninois dans l'affaire de trafic de drogue après l'honorable Rachidi Gbadamassi. C'est le député Nazer Sado qui était face à la presse ce mercredi. Côte d'Ivoire, sans surprise, avec le boycott de l'opposition, le oui à la nouvelle constitution ivoirienne a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum. Et puis au Pakistan, l'allaitement est mis à mal avec des conséquences dramatiques pour le pays qui souffre de l'un des pires taux de retard de croissance au monde. Ce sont là les grandes articulations de Eden Info. La suite dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'honorable Rachidi Gbadamassi était face à la presse ce mardi après-midi. Selon le député de la 8e circonscription électorale, il y a une main invisible qui agit pour opposer le président Patrice Talon et Sébastien Germain Adiavon, deux partenaires économiques pour le développement du Bénin. L'honorable Rachidi Gbadamassi qui donnait donc son avis sur l'affaire de trafic de drogue dans laquelle se trouve impliqué l'opérateur économique Sébastien Germain Adiavon, une affaire qui a conduit donc à le mettre en garde à vue depuis vendredi. Écoutons un extrait des propos de Rachidi Gbadamassi. Il y a absolument une main invisible qui tire sur la ficelle. Cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques. Notre pays est victime d'un complot et d'une cabale qui risque de retarder le processus de son développement pendant longtemps, si rien n'est fait. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Adiavon. De même, j'ai la ferme conviction que M. Sébastien Adiavon ne peut jamais être impliqué dans une affaire de drogue. Il est un homme qui place les valeurs humaines et les vertus au-dessus de tout dans ses relations avec ses semblables. On veut opposer deux puissances économiques classées, l'un 14e et l'autre 15e sur les 100 premières puissances financières francophones du continent africain. Quel honneur pour notre pays. Je supplie le chef de l'État, père de la nation, de prendre en considération les seules raisons économiques et sociales liées à la prospérité de ce pays pour éviter le piège habilement posé par les ennemis politiques. Lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Les herbes, c'est le peuple béninois souverain. Si le président Patrice Talon, père de la nation, se sent blessé, parce que certains semblent voir sa main derrière cet événement malheureux, moi, Rachidi Gbadamassi, en tant que leader du peuple, je lui présente les excuses de la population. Je voudrais également, au nom du président Sébastien Adiavon, lui présenter des excuses. Le Bénin a besoin de tous ses enfants. Patrice Talon et Sébastien Adiavon constituent une chance pour le Bénin. Et je m'engage personnellement à œuvrer pour que la renommée, la puissance et l'intelligence de ces deux dignes fils puissent profiter à tout le peuple béninois qui a tant souffert. Mais au fond, qui a intérêt à opposer ces deux puissances économiques et partenaires politiques? Je vous exhorte à la réflexion. Et après l'honorable Rachidi Gbadamassi, c'est le député Nazer Sado qui était face aux hommes des médias ce matin. Le député de la 24e circonscription électorale a donné son avis sur cette affaire qui, selon lui, distrait le peuple. Il plaide pour la libération de Sébastien Germain Adiavon et demande au gouvernement de sauvegarder la cohésion et l'unité nationale. Écoutons l'honorable Nazer Sado. Depuis 5 jours déjà, le président Sébastien Adiavon est placé en garde à vue pour une présumée affaire de trafic de drogue. Il s'agit d'une situation déplorable qui risque d'entacher sérieusement l'image de marque de notre pays si
elle n'est pas bien gérée. C'est une épreuve pour notre cher pays, le Bénin, qui nous interpelle tous et ne peut laisser personne indifférent. En ces temps de conjoncture économique et financière difficile, le Bénin a mieux à faire que d'investir son énergie dans une affaire qui distrait le peuple ou qui ajoute à sa misère. Le gouvernement de la rupture vient de transmettre son projet de budget ambitieux à l'Assemblée nationale et nous pensons que les énergies doivent être concentrées sur des défis sérieux du genre. Nous estimons que le gouvernement doit plutôt œuvrer à sauvegarder la cohésion et la stabilité nationale. C'est pourquoi nous plaidons pour la libération rapide du président Sébastien Adjavon afin de libérer le peuple, toute tendance confondue, du grand stress qu'il subit depuis son arrestation. Cette libération n'exclut en rien l'éventualité d'une poursuite des enquêtes par les autorités compétentes si elles le jugent nécessaire. Les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré ce mardi 1er novembre la fête de Toussaint chez les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Setovie. C'est une célébration eucharistique qui a marqué l'événement. Notre équipe de reportage est allée nous faire vivre l'ambiance qui a prévalu au cours de cette célébration. Le reportage est signé Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. Saint-Michel et tous les anges, Saint-Jean-Baptiste, 1er novembre, fête de tous les saints. En cette solennité, l'Église catholique, en union avec ses fidèles, honore ses modèles de sainteté. Sur la paroisse Saint-Jean-Bosco de Setovie à Cotonou, le Père Noël Tossou, durant cette célébration eucharistique de 9 heures, est revenu sur ce que représente la Toussaint dans l'Église universelle. La sainteté, c'est la pureté. Alors, être saint, c'est en fait se faire proche de Dieu dans ce qu'il est, c'est-à-dire devenir saint, être sans tache et sans mélange comme lui. Ceux qui sont saints, ce n'est pas des extraterrestres, des gens qui soient particuliers, mais c'est des gens qui ont cru en Jésus et ont aimé Jésus et ont vécu avec Jésus et pour Jésus. Quelqu'un peut choisir d'être pauvre de cœur et vivre cela totalement. Et à partir de cet instant-là, c'est que tous les autres s'expliquent à partir de là. Quelqu'un d'autre peut choisir de se battre pour la justice. Quelqu'un peut choisir d'être miséricordieux. Pour accéder à cette sainteté, il suffit, selon le Père Noël, de mettre en pratique et d'observer les commandements du Seigneur. Dans la vie et la vie de la foi, il ne faut pas se décourager, il faut marcher avec le Christ, il faut croire au Christ, il faut croire en ce Christ-là et laisser le Christ agir en nous. Et petit à petit, la grâce du Christ va nous purifier, nous transformer, pour que nous soyons désormais capables de gravir nous aussi la montagne pour nous tenir dans le lieu saint, c'est-à-dire devant Dieu. La vie de l'homme ne s'arrête pas ici, ça ne finit pas avec la mort, mais la mort devient pour nous un passage pour entrer dans l'amitié profonde avec Dieu. La gloire de Dieu nous recouvre. Et cela, à partir de cet instant-là, cela nous délivre de tout ce qui peut être pour nous souffrance. La grande épreuve finit à partir de cet instant-là.
C'est pourquoi c'est important que nous puissions, en priant nous-mêmes, invoquer les saints, nos saints patrons, mais en même temps tous les saints aussi. Les tests liturgiques retenus pour la fête de la Toussaint orientent le peuple de Dieu à imiter la vie du Christ, modèle par excellence de sainteté, afin de jouir de cette grâce au moment opportun. L'actualité sur le continent sans surprise avec le boycott de l'opposition. Le oui à la nouvelle constitution ivoirienne a remporté une victoire écrasante avec 93,42% des suffrages au référendum qui a recueilli un taux de participation moyen de 42,42% selon les chiffres de la commission électorale. Suivant le président de la commission, Youssouf Bakayoko. Les résultats recueillis. Nombre d'inscrits 6 313 758. Nombre de votants 2 678 601. Suffrages exprimés 2 655 001. Nombre de bulletins nuls 15 234. Nombre de bulletins blancs, 8 366. Taux de participation, 42,42%. Pour le oui, 2 480 287 voix, soit 93,42%. Pour le non, 174 714 voix, soit 6,58%. En Centrafrique, le ministre français de la Défense a officiellement proclamé lundi à Bangui la fin de 3 ans d'opérations militaires françaises dans le pays. Il laisse ainsi le pays dans l'angoisse, désormais sous la seule protection des Nations Unies, faute d'un État et d'une armée capable de résister aux groupes armés. Commentaire Antoine Sabo. L'opération Sangaris a pris fin en République centrafricaine. C'est ce qu'il faut retenir après la visite effectuée en RCA par le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Cette opération Sangaris avait été lancée début décembre 2013 par la France à la suite des massacres sans précédent qui y avaient cours après le renversement du président François Bozizé. La mission Sangaris, d'ailleurs par son seul nom, le nom d'un papillon, avait vocation à être éphémère. Il avait toujours été dit que c'était une intervention en relais. Au terme de cette mission, l'opération militaire Sangaris s'arrête, mais la présence de la France ne s'arrête pas, puisque nous serons présents dans la MINUSCA, je l'ai indiqué tout à l'heure, dans la mission des Nations Unies. Nous sommes présents dans la mission de formation des FACA et nous avons par ailleurs, nous allons renforcer une coopération bilatérale avec les forces armées de Centrafrique. Donc c'est une étape, c'est une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre. Seule la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA, se retrouve désormais en première ligne pour assurer la protection des civils face aux milices, SSLK, Anti-Balaka et autres groupes d'autodéfense qui refusent de rendre les armes. Ceci intervient au moment où des contingents de la MINUSCA sont sous le feu des critiques des civils qui leur reprochent de ne pas assez intervenir. Rappelons que la force Sangaris a été mise en cause dans des scandales d'abus sexuels. Des enquêtes judiciaires sont en cours à Paris sur ces accusations de viol, d'abus ou d'exploitation sexuelle. Toujours sur le continent, l'appel du Nord retrouve son plus beau visage. Dans la ville marocaine de Tangué, les habitants des vieux quartiers, sous pression de l'urbanisation sauvage, se sont mobilisés pour redonner une nouvelle vie aux ruelles délaissées de leur cité mythique. Reportage. Des ruelles fleuries et des façades aux couleurs méditerranéennes. Voici le quartier de Bir Shifa, à Tanger, la métropole du nord du Maroc. À l'approche de la COP22 dans le royaume, les habitants de 13 vieux quartiers de Tanger ont redonné vie aux ruelles délaissées de leur ville.
À l'origine de cette initiative, il y a la volonté des habitants du quartier, sans aucune intervention de partis politiques ou d'associations. C'était une initiative des résidents ordinaires du quartier. Sur les hauteurs de la ville, les vieux quartiers manquent cruellement d'espaces verts. Pour sortir de la monotonie de leurs blocs de béton, les habitants se sont donc mobilisés en payant de leur poche cette rénovation colorée. Effectivement, cette initiative est un vrai plus. Mais elle ne suffit pas parce que la ville de Tanger souffre d'autres problèmes environnementaux, comme la pollution dans les zones industrielles, en particulier dans les zones proches de nos quartiers. 4 quartiers de la ville ont remporté un prix national en février, couronnant leur rénovation. Un moyen aussi d'attirer l'attention sur ces quartiers souvent marginalisés. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'après la remise des prix, on a vu que cet esprit a perduré et qu'il s'est propagé à l'échelle nationale. Et on trouve des initiatives dans différentes villes marocaines et plus seulement dans les quartiers de Tanger. Point de passage entre l'Europe et l'Afrique, Tanger souffre de nombreux trafics et commerces illégaux. Et d'après des militants, ces petites initiatives ne cachent pas les véritables problèmes environnementaux de la ville. Mohsin Ndoui, qui est le seul imam sud-africain aux vêtements homosexuels, il a fondé une mosquée ouverte à tous, y compris aux gays, lesbiennes et transgenres, pour accomplir son rêve d'une communauté musulmane sans discrimination. Une idée radicale sur un continent où l'homosexualité est souvent considérée comme un péché par les religions, voire comme un crime par les États. Mohsin Ndoui a toujours rêvé d'officier dans une mosquée. Ce Sud-Africain, petit-fils d'un imam, ne s'attendait pas à devenir un pionnier des droits des musulmans homosexuels. C'est pourtant ce qui s'est passé quand il a révélé son orientation sexuelle. J'ai divorcé à 29 ans après avoir été marié pendant 6 ans. C'est le moment où je me suis dit, plus de double vie. Je dois être honnête avec moi-même et ça commence par faire mon coming out. En 1996, Mohsin a fondé le Cercle Intérieur, un groupe de soutien pour les musulmans qui se sentaient rejetés à cause de leur identité sexuelle. Puis il a ouvert sa propre mosquée, chez lui, 5 ans plus tard. Ici, les homosexuels peuvent prier librement et même recevoir une bénédiction s'ils se marient. J'ai choisi d'être dans un lieu où je me sens accueilli et où je peux faire partie de la communauté, où je peux avoir une relation avec Dieu, une relation saine, sans avoir l'impression d'être en permanence dans le péché. L'Afrique du Sud est le seul pays africain qui autorise le mariage de personnes du même sexe et la Constitution promeut les droits des homosexuels. Mais au quotidien, beaucoup de gays et lesbiennes subissent des discriminations, voire des violences et même des viols dits correctifs. Et au sein de la communauté musulmane, le concept de mosquée ouverte est loin de faire l'unanimité. Comment peut-on être homosexuel? C'est interdit et le devoir d'un imam ou d'un musulman, c'est d'aller leur parler et de leur dire « il ne peut pas en être ainsi ». Mais Mohsin croit qu'avec le temps, sa mosquée sera acceptée par les autres imams et pratiquants. C'est une relation à l'amour, à la haine avec la communauté musulmane. Des fois, ils voudraient que je sois jeté du haut d'une montagne, et d'autres fois, ils apprécient qu'il y ait un imam prêt à travailler avec des personnes qu'eux-mêmes ne veulent pas accueillir. Dans la mosquée de Mohsin, la prière du vendredi ne diffère pas des autres lieux de culte musulmans. Mais les hommes et les femmes sont mélangés, et surtout, les fidèles n'ont pas besoin de prier pour être acceptés comme ils sont. Hors du continent africain, un nouveau président est enfin élu au Liban après 29 mois de vide institutionnel. Son nom, Michel Aoun, âgé de 81 ans. Michel Aoun a été élu par un vote au Parlement qui a mis fin à un vide institutionnel de 2 ans, 5 mois. Je jure devant Dieu que je respecterai la constitution libanaise et ces lois, que je préserverai l'indépendance de la nation libanaise et son intégrité territoriale. Un nouvel épisode politique s'ouvre au Liban. Après 2 ans, 5 mois de vide institutionnel, un nouveau président a été finalement élu. Il a pour nom Michel Aoun. Ce général chrétien âgé de 81 ans a reçu l'approbation de 83 députés sur les 127 présents lors de l'élection au cours de laquelle il a été élu au second tour. La paix et la sécurité sont ses priorités, a-t-il laissé entendre au sortir du vote.
Le Liban est épargné jusqu'à présent par les incendies qui consument la région et notre priorité est d'empêcher qu'une étincelle atteigne le pays. Il est donc nécessaire d'éloigner des conflits régionaux. Nous devons nous assurer du retour rapide dans leur pays des déplacés syriens et œuvrer que les camps de déplacés ne se transforment pas en zones hors de contrôle. Les partisans du courant patriotique libre ont quant à eux manifesté leur joie d'avoir enfin un nouveau président. On ne peut pas décrire à quel point on est heureux qu'Aoun ait été élu président. Cela fait des années qu'on attend cela et nous espérons que sa présidence sera bénie. Certains habitants de Beyrouth attendent beaucoup du nouveau président sur le plan économique. أكيد متفائلين بالرئيس الجمهورية الجديد وإن شاء الله نحن بنتمنى يكون يعطي للبلد شيء كثير منيح لأنه اقتصاديا تعبان والشباب كلها هلا طالعة بدها اقتصاد بدها تشتغل يعني بالنهاية. Au Liban, les 3 principaux postes de l'État sont dévolus aux 3 plus importantes communautés religieuses. La présidence de la République à un chrétien maronite, celle du Parlement à un musulman chiite et le poste du Premier ministre à un sunnite. Ainsi, Michel Aoun rejoint pour 6 ans non renouvelables le palais présidentiel de Baabda, d'où il avait été chassé il y a 26 ans par l'armée syrienne. Et avant de boucler cette édition, au Pakistan, poussé à nourrir le nouveau-né avec du thé, des herbes ou du lait maternisé, les mères pakistanaises allaitent peu ou mal. Conséquence, le pays souffre de l'un des pires taux de retard de croissance au monde. Gulmir a 2 ans et pèse tout juste 5 kilos, la moitié du poids idéal pour son âge. C'est le 7e enfant de Marpari et elle est à nouveau enceinte. Selon la tradition, ici au Baloutchistan, elle a nourri ses enfants avec des herbes broyées mélangées à de l'eau ou du lait. Elle leur a aussi donné du thé et du sucre tout en les allaitant, mais seulement 2 fois par jour. Tous mes bébés étaient faibles après la naissance. C'est peut-être parce que mon lait n'est pas bon. Une idée souvent fausse, pourtant très répandue dans cette province, la plus pauvre du Pakistan. Mais les cas comme celui de Gulmir ne sont pas cantonnés au Baloutchistan. 44% des enfants du pays souffrent de retard de croissance, l'un des taux les plus élevés au monde. Petite taille, développement incomplet du cerveau, risque de maladie cardiaque ou diabète, les conséquences sont souvent irréversibles. 44% des enfants qui ont un retard de croissance au Pakistan, c'est une crise, une urgence majeure. Ça a un impact considérable par la suite sur la population active, sur le PIB du pays surtout. Plusieurs études affirment que le manque de lait maternel est l'une des principales causes de cette malnutrition infantile. La faute à des croyances erronées, un allaitement souvent insuffisant et la situation précaire des jeunes mères dans les zones rurales forcées de retourner travailler dans les champs. Beaucoup croient également que le lait en poudre est meilleur pour la santé. Et au lieu d'encourager les mères à utiliser leur colostrum, un concentré d'anticorps et de nutriments au début de la lactation, des médecins peu scrupuleux leur prescrivent du lait maternisé. La plupart de ces docteurs conseillent les mamans, mais dans leur intérêt à eux. Parce que quand ils vendent ce lait industriel, ils touchent une commission. Un danger de plus pour les nouveau-nés, car dans beaucoup de familles pauvres, on n'utilise qu'une cuillerée de poudre par biberon, trop souvent mélangée à de l'eau non potable. Seul un tiers des mères pakistanaises allaitent exclusivement leurs enfants pendant leurs 6 premiers mois, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Le pays a encore beaucoup de chemin à faire pour protéger les prochaines générations. Fin de ce journal. Merci à tous et bonne suite des programmes sur Eden Télévision.